Quel coup de projecteur monstrueux pour le tennis avec cette nouvelle série Breakpoint où on entre dans le quotidien de joueurs et de joueuses de tennis en pleine période de tournoi entre l'Open d'Australie et Roland-Garros 2022. A noter qu'à la manière de Drive to Survive pour la Formule 1, l'objectif était réellement d'attirer de nouveaux publics en ciblant surtout les jeunes. On en parle maintenant. Donc pour l'avis général en quelques mots, c'est déjà une très bonne chose que Netflix continue de s'intéresser au tennis, après des documentaires sur Guillermo Vilas, Naomi Osaka, Mardy Fish ou même Patrick Mouratoglou dans un épisode de Secret de Coach. Cette fois-ci on a un documentaire beaucoup plus centré sur les circuits ATP et WTA et sur certaines réalités que les joueurs et joueuses peuvent connaître. Plus globalement, c'est une série assez agréable à regarder, qui passe assez vite, avec des images et des séquences qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis on peut noter le très bon timing de la sortie de la série, qui arrive juste avant le premier grand chelem de l'année 2023, et même plus globalement, juste quelques mois après le couronnement de notre nouveau plus jeune numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, dont il est peut-être plus facile de s'identifier pour des jeunes qui veulent faire du tennis. Pour les points positifs, pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord, j'aimerais saluer la bonne narration qu'il y a tout au long du documentaire. Le circuit est vraiment très bien raconté, avec des rappels qui permettent aux novices de comprendre de quoi il est question. On a une super immersion, avec des belles images et des belles séquences qui vont jusque dans l'intimité des joueurs et joueuses de tennis, dans les chambres d'hôtel, pendant les entraînements, dans les vestiaires. Et mine de rien, ça tend à les humaniser, là où nous pourrions les voir comme de simples machines à taper dans des balles. Et à juste titre, puisqu'on les entend plusieurs fois parler de drogue, d'addiction concernant le tennis. Donc il y a une très forte dépendance de leur part à l'effort physique et mental. Mais mine de rien, voir l'envers du décor nous permet d'appréhender la vraie vie d'un joueur ou d'une joueuse de tennis de haut niveau d'une autre façon. Donc au niveau de la réalisation, on sent qu'on a affaire à un vrai travail de professionnel. Parfois on a des images vraiment significatives et lourdes de sens. On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots et je pense que c'est vraiment le cas, notamment sur des plans de valises où on voyait les joueurs et les joueuses faire et défaire leurs valises. Donc la valise qui caractérise le voyage, mais aussi l'instabilité, le changement, l'enchaînement intense en ce qui les concerne. Je pense également à la séquence où on voit Matteo Berrettini et Alia Tomljanovic se dire au revoir. J'ai trouvé ça assez fort et illustrateur de la solitude que peuvent connaître les joueurs et les joueuses de tennis, elle qui est éliminée du tournoi et qui doit enchaîner sur d'autres tournois, et lui qui doit jouer sa demi-finale de l'Open d'Australie contre Rafael Nadal. J'ai trouvé aussi intéressant le fait que le documentaire s'attarde sur vraiment les émotions que peuvent ressentir joueurs et joueuses. Il y a vraiment une mise en avant intéressante sur la peur et la haine presque viscérale qu'ils cultivent tous à l'égard de la défaite. Et au contraire, la victoire, la gagne est vraiment obsessionnelle. Ils sont là que pour gagner. La finale ne les intéresse pas, c'est la victoire avant tout. Je parlais de solitude tout à l'heure et c'est une situation qui est très bien mise en exergue dans le documentaire. Il faut savoir que le tennis est un sport où on est condamné à être seul et on le voit bien à travers différents exemples, comme celui de Nick Kyrgios, qui pour lui il semble vital de nouer des liens, que ce soit d'amitié, avec son manager qui est son meilleur ami, avec lequel il peut voyager tout au long de la saison, que ce soit avec sa copine, avec laquelle il peut voyager aussi et sur laquelle il compte beaucoup, ou que ce soit avec Thanasi Kokinakis, aussi joueur de tennis et meilleur ami, avec lequel il a gagné l'Open d'Australie 2022 en double. On peut aussi reprendre l'exemple du couple Matteo Berrettini-Alia Tomljanovic. On voit que c'est une relation où ils se soutiennent mutuellement. On les voit dans la chambre d'hôtel, en train de manger dans les vestiaires. Et ça leur permet vraiment de passer le temps autrement que d'être tout seul et de vraiment tomber dans la solitude absolue, ce qui pourrait être vraiment délétère pour leur tennis et leur santé mentale. Maintenant, un petit focus sur quelques joueurs et joueuses qui ont, à mon sens, été très bien choisis. À commencer par la joueuse de tennis Ons Jabeur, joueuse de tennis d'origine tunisienne. C'était très intéressant d'avoir son cas personnel, étant donné qu'elle vient de Tunisie, donc un pays où le tennis n'est vraiment pas développé par rapport à l'Europe
et aux États-Unis. On apprend d'ailleurs que dû à son manque d'argent, elle a dû prendre comme entraîneur son propre mari. Donc le fait de lier sa vie professionnelle et sa vie personnelle est un vrai risque. On note également un passage très touchant où elle parle du fait d'avoir un enfant et du sacrifice que ça représente, étant donné que la probabilité de retrouver le plus haut niveau après avoir fait un enfant est très infime. Elle fait même un comparatif très intéressant avec les joueurs de tennis masculins qui eux peuvent faire un enfant et continuer leur carrière comme si de rien n'était. On a aussi le personnage de Rafael Nadal qui est à mon sens très bien exploité. Et je dis bien personnage parce qu'on a l'impression que c'est presque un joueur qui joue le rôle d'un joueur de tennis redoutable, presque imbattable, et qui nous est mis en lumière par les différents témoignages des joueurs que l'on suit. Et j'ai trouvé qu'il était très bien raconté, très bien filmé, toujours là tapis dans l'ombre et prêt à surgir à n'importe quel moment pour déchiqueter sa prochaine proie. Enfin, on a le cas Paola Badosa qui a un passage très intéressant car il illustre le côté assez nocif des médias et de la pression qu'il génère à l'égard des jeunes talents, comme l'était Paola Badosa lorsqu'elle a remporté Roland Garros Junior à l'âge de 17 ans et sur qui la presse, notamment espagnole, a nourri énormément d'attentes en la voyant déjà comme la future Maria Sharapova. Sauf que par la suite, lorsque ses résultats n'étaient pas au rendez-vous, la série montre bien à quel point elle a souffert de ne pas répondre à ses attentes et elle a d'ailleurs été une des premières à se confier ouvertement sur sa dépression, une dépression qu'elle a réussi à gérer grâce à la consultation de différents psychologues et surtout grâce au soutien de son entourage qui est solide. D'autres points positifs rapidement, j'ai trouvé que les joueurs et les joueuses filmés faisaient relativement abstraction des caméras, ce qui nous a permis d'avoir des scènes, des séquences relativement authentiques et vraies. On a aussi des intervenants de grande qualité qui viennent fournir des explications sur le circuit professionnel, à l'image de Paul Annacone, grand coach de Sampras et de Federer, Andy Roddick, ancien grand champion, Maria Sharapova, ancienne grande championne, Patrick Mouratoglou, ce qui apporte à la série beaucoup de crédibilité et une expertise sans précédent. Au fait, nous c'est Game Set & Talk, on décrypte l'actualité tennistique tout au long de l'année sur les grands événements. Donc si tu es un passionné de tennis comme nous, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications pour nos prochaines vidéos. Donc pour vous citer deux séquences qui ont retenu mon attention, la première concerne Tony Nadal et son tiraillement lorsque son neveu Rafael Nadal va jouer Félix Auger-Aliassime en 8e de finale de Roland Garros. Tony Nadal fait un choix franc, c'est de me dire je ne donnerai aucune indication à Félix Auger-Aliassime pour battre mon neveu. Donc c'est certes un choix qui a fait parler, vu que c'est quand même son entraîneur, mais c'est un choix qui a très bien été pris par Félix Auger-Aliassime, ce qui met toute son intelligence et sa maturité en avant. Et la deuxième séquence qui m'a plu, c'est celle où Taylor Fritz se blesse à l'entraînement à quelques heures de sa finale à Indian Wells contre Rafael Nadal, et qui malgré les bons conseils de son coach et du docteur de ne pas jouer la finale, est quand même allé sur le court et qui a finalement gagné. Donc ça a vraiment bien illustré, comme je disais, le côté obsessionnel de la gagne, la hantise de l'échec et de l'abandon. Et je tiens également à saluer la réalisation d'avoir laissé la scène à Roland Garros où l'on empêche le Norvégien Casper Ruud de s'entraîner sous prétexte qu'il pleut. Et oui Casper, tu as raison, ce sont les meilleures terres battues du monde, donc elles peuvent largement supporter 3 gouttes de pluie. Donc la Fédération française de tennis n'a pas dû se réjouir de voir ce passage qui vient entacher son image aux yeux des gens qui ne sont pas forcément au fait des lacunes du tournoi parisien en termes d'organisation. Concernant les points négatifs de la série, tout d'abord je note un manque de diversité dans les profils qu'on nous propose, parce que mis à part Kyrgios qui est un peu l'électron libre, qui a un énorme talent mais qui n'est pas prêt à fournir les efforts nécessaires pour arriver au sommet et qui préfère passer plus de temps avec sa famille, on a finalement que des très bons joueurs et des très bonnes joueuses de tennis, jeunes, qui travaillent très dur toute l'année et qui ont tous ce même rêve de finir numéro 1 mondial et de gagner des grands chelems. J'aurais à titre personnel aimé avoir un Stan Wawrinka ou un Andy Murray qui sont d'anciens grands champions et qui aujourd'hui luttent contre leurs blessures et contre leur corps qui prend de l'âge pour retrouver le très haut niveau.
J'aurais aimé aussi avoir un Stefanos Tsitsipas ou un Sacha Zverev, qui tous deux étaient annoncés il y a quelques années comme les futurs grands champions du tennis, mais qui à l'heure actuelle n'ont toujours pas réussi à décrocher un titre du Grand Chelem, ou alors carrément poussé dans l'originalité, en allant chercher un Aslan Karatsev, qui évoluait depuis quelques années sur le circuit secondaire et qui en 2021, à l'âge de 27 ans, a atteint une demi-finale à l'Open d'Australie. Donc peut-être qu'avec des profils un petit peu plus diversifiés, on aurait ressenti des différences en termes d'état d'esprit et de manière d'appréhender la vie sur le circuit. Parce que même si c'était très intéressant, j'avais l'impression qu'on me racontait la même histoire plusieurs fois de suite, sans grande différence, à quelques détails près. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, la saison 2 sera plus riche. Autre point négatif, à mon sens, c'est qu'à aucun moment il n'a été mentionné que Rafael Nadal jouait lui aussi la finale d'Indian Wells blessé avec une côte fêlée. Donc ça n'enlève absolument rien au triomphe de l'Américain, mais ça ne donne juste pas une info clé de la finale, Nadal étant décrit tout au long du documentaire comme le joueur invincible. Ça aurait aussi permis au public de comprendre que malgré l'accès à des soins de qualité, les joueurs et les joueuses sur le circuit jouent tous les matchs quasiment avec des douleurs à gérer. Mais dans ce cas, on peut facilement deviner que c'était volontaire pour mettre en avant Taylor Fritz qui a joué le jeu en ouvrant ses portes à Netflix. Autre point négatif, il s'agit cette fois des sous-titres avec plusieurs erreurs qui peuvent porter à confusion, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire tennistique. On a eu le mot point au lieu du mot match, le mot point au lieu du mot jeu, le mot frappe au lieu du mot amorti. Donc ça peut vraiment porter à confusion, surtout pour un public nouveau qui ne connaît pas bien le tennis et ses différentes règles. Si on fait un bilan global, il est clair que pour un nouveau public qui souhaite se familiariser au tennis, c'est très bien. Ça donne un réel aperçu sur ce qu'est le tennis, sur ce qu'est le circuit, sur la routine des joueurs et des joueuses et sur les défis auxquels ils sont confrontés chaque semaine. Maintenant, si tout comme moi, tu es un féru de la petite balle jaune, on va pas se mentir, nous n'avons pas appris grand chose, mais c'est toujours un bon produit, agréable à regarder, et surtout avec de belles images et des belles séquences auxquelles nous n'avons pas accès. Si on part du principe que l'objectif était d'attirer de nouveaux publics en ciblant surtout sur les jeunes, alors c'est une réussite. La série est cohérente et on peut même étirer cette cohérence jusqu'au titre Breakpoint. Breakpoint, c'est la balle de break. C'est donc un moment important, une occasion en or, une occasion de promouvoir le tennis à une population jeune par le biais d'une plateforme populaire comme Netflix. Et c'est justement une occasion en or, là où le tennis perdait de son attractivité auprès de la population globale, et là où le tennis était de moins en moins regardé par les jeunes. Et donc un nouveau public jeune qui pourra, comme je le disais, davantage s'identifier à nos nouveaux champions tels que Félix Auger-Aliassime, Holger Rune ou encore Carlos Alcaraz, notre actuel numéro 1 mondial le plus jeune de l'ère Open. Néanmoins, il y a encore du travail pour aller dans ce sens, étant donné que tout comme le football, le tennis devient de plus en plus cher à regarder, surtout pour ceux qui souhaitent suivre le circuit à l'année, là où l'intensité de la concurrence pour l'acquisition des droits télévision est à son comble, ce qui implique une multiplication des abonnements à avoir pour suivre le tennis et les différents tournois. Quoi qu'il en soit, que vous soyez des fans de tennis amateurs ou que vous ne regardez que la finale de Roland-Garros, je vous invite vivement à regarder Breakpoint, à noter que les 5 prochains épisodes sortiront courant juin, sûrement juste après Roland-Garros. D'ici là, nous couvrons la totalité des grands événements de tennis, à commencer par l'Open d'Australie en ce moment, donc je t'invite à nous rejoindre pour de nouvelles aventures.